Bonjour à tous et bienvenue dans nos dimanches Espoir. Aujourd'hui, j'ai avec moi Chantal qui va pouvoir nous partager son histoire, son vécu, son témoignage de sa vie, de comment elle a pu vivre de l'abus dans une famille dysfonctionnelle, de comment elle a traversé plusieurs périodes difficiles, que ce soit à travers des relations toxiques, etc. Et comment elle a fait dans le fond pour cheminer à travers tout ça, pour pouvoir retrouver un équilibre et de pouvoir avoir une bonne santé mentale malgré le même un diagnostic de TAG, donc de troubles d'anxiété généralisée. Alors, premièrement, merci Chantal d'être avec nous ici aujourd'hui. Bien, merci de m'accueillir, ça me fait super plaisir. Merci. Est-ce que tu voudrais nous parler rapidement là, un peu de comment ça s'est passé dans ton enfance, toi? Parce que je sais que tu me disais que tu avais vécu beaucoup d'abus dans ta famille, finalement, que tu avais beaucoup de dysfonctionnalité. Veux-tu nous donner un peu quelques détails, savoir comment ça se passait? En gros, on était une famille de 6. C'était une famille reconstituée à cette époque-là. Puis, c'était rare quand même dans ces temps-là. En fait, c'est que mon père il avait rencontré une femme qui avait 3 enfants. Ils ont été en couple ensemble, mais mon père, il était très infidèle. Il a eu une maîtresse, puis il m'a eu avec elle, puis ça ne fonctionnait plus avec elle, fait qu'il m'a ramené, il est venu me chercher à l'hôpital. J'avais 3 jours, il m'a ramené dans la famille avec sa blonde, avec ses 3 enfants. Et c'est elle qui m'a élevée, qui connaissait ma mère biologique très bien. À l'époque, c'était des gens du même quartier. Puis, je ressemble 2 gouttes d'eau à ma mère, à ma mère biologique. Donc, j'ai évolué sous ses yeux. C'est sûr que ça a fait une grosse différence dans la famille. Les 3 autres étaient ensemble, puis moi, j'étais de mon côté. Euh, En gros, ben, j'avais un père qui était c'était un grand pervers narcissique, c'était un tyran. Il nous traitait en esclaves. Mon frère était le seul autre garçon de la famille. Il avait quand même 9 ans, 8 ans de plus que moi. Il est devenu, comme mon père, pour plus avoir à le subir, on appelle ça en psychologie du vampirisme. Alors, il est devenu aussi diabolique que mon père pour plus avoir à le subir, donc ils sont devenus des complices finalement. Mon père abusait de ma soeur la plus vieille, qui a 9 ans de plus que moi, et mon frère abusait supposément, selon les dires de ma soeur, parce que c'est vrai que c'est elle qui me l'a confié. Il s'est toujours débattu contre ça, mais pour plein de raisons, moi, je pense que c'est vrai aussi. Et mon frère, lui, avait abusé de ma soeur la plus jeune. Et donc, en gros, c'était ça. Mon père a fait des esclaves de nous. Il y avait une entreprise d'entretien ménager et il nous envoyait travailler le soir, le week-end, le temps que lui, il allait sortir ses maîtresses à gauche et à droite. On était une famille plutôt pauvre, mais c'est parce que mon père gardait l'argent pour lui. Nous, on n'avait quasiment rien à manger, on n'avait pas d'effet personnel ou peu, on n'avait rien. Puis lui, il s'achetait plein de voitures, changeait tout le temps de voiture. Il y avait plein de gros bijoux en or avec des diamants. Bon, donc, je pense qu'on aurait été un petit peu plus, on n'aurait pas été sur le seuil de la pauvreté s'il avait partagé avec sa famille. Donc, en gros, c'est ça. Puis, il y avait beaucoup d'agressivité verbale, surtout. Il y a eu parfois, oui, aussi de la violence physique, mais c'était vraiment psychologique avant tout. On vivait dans la terreur. On n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de s'exprimer. On n'avait pas le droit de pleurer, on n'avait pas le droit de crier. On n'avait pas... Aussitôt que mon père s'en venait, ma mère nous disait il fallait comme quasiment aller se cacher. Mon père, c'était juste simplement un tyran. C'était vraiment une mauvaise personne. Puis comment est-ce que comment est-ce que tu évoluais, toi, à travers tout ça? Ben, j'évoluais vraiment dans ma bulle, vraiment seule avec moi-même, parce que j'étais rejetée de ma sœur. Puis celle qui me détestait, elle était comme en lien très étroit avec l'autre sœur, parce qu'elle vivait les mêmes choses. Ça aussi, il y a plein de choses là-dedans qui m'ont confirmé que même si je ne l'ai jamais su par une autre personne à 100% que ma sœur, surtout, elle m'a expliqué des choses qui se sont produites puis que je fais le lien, que même si mon frère dit qu'elle ment, puis tout ça, mais moi, je l'ai compris que c'était vrai. Puis, moi, j'étais une petite fille très isolée, très solitaire, ce que je suis encore aujourd'hui à 48 ans. Puis, j'ai évolué vraiment
dans la peur, avec le silence, à pas avoir le droit de jamais de rien, jamais de dire un mot plus haut que l'autre, à essayer de dormir pendant l'école parce que je ne peux pas dormir le soir pour la fin de semaine, je ne peux pas faire mes devoirs pour mes leçons. J'ai, ben c'est ça, je me sentais différente partout, mais beaucoup, tu sais, je me suis sentie abandonnée. Je l'ai su très tôt que j'avais une mère biologique. À 4 ans, elle est venue me voir pour aller manger un cornet avec mon grand frère qu'elle avait eu avec un autre mari. Je ne l'ai plus jamais revu. Fait que je me suis sentie très, très abandonnée, très rejetée toute ma vie, avec une belle-mère aussi qui me faisait sentir assurément la différence, que je n'étais pas sa fille, de sentir que mes frères et sœurs, moi mon frère, il m'a amené à quelque part, lui, il m'aimait beaucoup, mais je pense qu'il y avait un intérêt autre que fraternel, même si j'étais beaucoup plus jeune que lui. Puis, ben, c'est ça, en fait. J'ai vécu là-dedans, j'ai grandi. Puis j'ai pas été tout le temps. Ben, en fait, à 15 ans, je me suis révoltée. J'ai décidé que j'allais plus travailler, que c'était assez. Mais j'avais réussi à obtenir au moins 5 heures par semaine pendant les dernières années que j'ai travaillé, mettons de 12 à 15 ans. Puis à 15 ans, à un moment donné, j'ai pété ma coche. Les plus grands étaient partis de la maison. Il restait juste moi comme enfant à la maison. J'ai décidé que c'était terminé, que je n'allais plus travailler, que j'étais tannée d'être épuisée avant même d'avoir commencé ma vie. Puis, à ma grande surprise, j'ai eu de quoi. OK. Ton permis, quand tu as mis ta limite, là, ça a été accueilli, cette limite-là. Ouais, ouais, ils ont compris. Je disais, ben, en fait, j'étais rendue à secondaire 5 puis je lui ai lâché l'école. J'étais la seule à l'école qui s'était rendue, dans la famille qui s'était rendue au secondaire 5. Puis là, je m'en allais faire un DEP, mais j'étais trop épuisée, j'étais plus capable. Là, mais quand j'ai dit, je vais lâcher l'école, c'est ma mère adoptive qui était, ben, je vais dire ma mère parce que c'est juste elle quand même que j'ai connue jusqu'à mon âge adulte, mais c'est quand même juste elle qui est restée ma mère, finalement, pour plein de raisons. Fait que ma mère, elle est venue me parler, puis elle m'a encouragée à poursuivre. Puis ça faisait partie d'une des. Ben, moi, j'ai dit que ça, c'était une condition. Elle m'a dit de ne pas lâcher, que j'étais pour gâcher ma vie. Elle reconnaissait quand même. J'ai senti certaines fois qu'elle m'aimait beaucoup, mais que c'était peut-être difficile de le démontrer devant mes frères et sœurs quand j'étais plus jeune. Quand ils sont partis, on a eu une autre relation. Pas une relation vraiment, on va dire, d'amour, mais beaucoup plus agréable. C'est sûr que, tu sais, tous ces événements-là que tu as vécu quand tu étais jeune, c'est sûr que ça laisse des traces, ça laisse des traumatismes. Comment est-ce que ça a eu un impact après dans ta vie, justement, d'adulte ou, tu sais, plus tard dans ta vie? De quelle façon est-ce que ça a eu d'impact? Je te dirais, ben, en fait, le premier traumatisme que je pourrais dire que je m'attribue vraiment, le plus important, puis le cerveau est vraiment très fort. Moi, j'ai surpris mon père et ma grande sœur quand j'avais 7 ans. Euh, mais pas eux, pas leur visage. J'ai vu leurs pieds enroulés. Assez subjectif pour savoir puis j'avais quand même déjà des doutes parce que je voyais des choses. Puis j'ai toujours été une personne très allumée, euh, très arrêtée aux détails, très observatrice. Dans dans un système d'autoprotection tout le temps. J'avais tout le temps, j'étais tout le temps sur le qui-vive, fait que j'observais tout le temps, puis donc ça me donnait des fois des visions, des choses qu'on ne veut pas voir nécessairement. Puis tu vois, à travers les années, je me suis convaincue que c'était peut-être même un rêve, genre. Je l'ai su vraiment plus tard, pendant ma thérapie, puis ça, qu'à un moment donné, ça s'est ouvert. Ça a été le premier fait marquant. J'en ai parlé 2, 3 fois dans ma vie plus jeune, mettons, mais on me disait que j'avais imaginé ça, tout ça, en tout cas. Fait que ça, c'est resté de même, mais en vieillissant, c'est sûr que c'est quand même assez tôt aussi que j'ai su que formellement, que mon père, il abusait de ma soeur, puis que fort probablement, il avait essayé, ça je sais qu'il avait essayé aussi avec mon autre soeur, puis j'ai su aussi avec plein d'indices, mais surtout ma soeur a vraiment osé m'en parler ouvertement, ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Tu vois, elle est décédée 1 an après. Je pense que ça devait être vraiment vrai, tout ce qu'elle m'a dit. Puis j'imagine que ça avait un impact aussi avec toi, tes relations, tu sais, comme de voir comment ton père et ta mère y avaient en relation, ça a sûrement influencé toi, tes Ben, propres c'est sûr. relations. C'est certain que
Ben, moi, j'ai toujours eu de la difficulté à m'engager. J'ai tout le temps, tous les hommes qui sont entrés dans ma vie ressemblaient à mon père ou à mon frère. C'était mon complexe d'Édipe, c'était mon pattern qui revenait. Des hommes égoïstes, généralement, des hommes souvent narcissiques. J'ai aussi fréquenté des pervers narcissiques et c'est très difficile, c'est très démolissant d'être en relation avec des hommes comme ça, à toujours rejeter avant d'être rejeté, à faire toujours des mauvais choix, te poser des questions, pourquoi tu n'y arrives pas. Mais tant que tu n'as pas un vrai modèle de famille dysfonctionnelle, externe, qui vient éclairer ta propre situation, tu ne sais pas vraiment que tu es... Je savais que c'était différent chez nous, mais je ne savais pas à quel point. Je savais juste que j'étais plutôt malheureuse, puis je savais juste qu'on n'avait pas beaucoup de choses comparativement à d'autres. Les autres n'allaient pas travailler, mais tu sais, quand tu es jeune, tu connais juste ça. Tu ne te poses pas tant de questions, mais ben là, écoute, je me suis mis à sortir dans les bars, je me suis mis à consommer, consommer les relations une après l'autre. Oui, j'avais de la dépendance à l'alcool, de la dépendance. Est-ce que c'était de la dépendance sexuelle, dépendance affective, dépendance, mais c'est quand même que je cherchais à me faire aimer en relation par des choses malsaines, tu sais, qui étaient, c'est pas comme ça qu'on se fait aimer, mais je ne savais pas me faire aimer. Alors, ça a été mon gros lot de toute ma vie. J'ai jamais eu, même aujourd'hui à 48 ans, j'ai jamais eu une relation solide d'amour partagé, de confort, de confiance. J'ai jamais connu ça. J'ai eu un grand amour que je pensais que je l'avais, puis après ça, je me suis rendu compte que malheureusement, lui aussi, c'était la même chose, mais plus qu'ils sont narcissiques et pervers, plus qu'ils sont habiles. Alors, c'est long avant de peut-être se rendre compte qu'on se fait vraiment avoir. C'est très blessant, c'est des relations très souffrantes. Mon père m'a déjà demandé, tu me juges responsable de tes relations amoureuses qui ne fonctionnent pas? Ben, je dis absolument. Non, donc, je suis ton père. Je dis, effectivement, tu as été le modèle le pire que j'ai vu de toute ma vie. Fait que c'est sûr que si le modèle de relation que j'avais, c'était toi qui me mens, écoute, malheureusement, je me suis basée là-dessus pour juste faire toujours mes mauvais choix. Mm. J'ai eu des bons choix, mais que je n'ai pas su entretenir parce que j'étais toujours en alerte, parce que je ne faisais pas confiance, parce qu'il n'était pas assez bon pour moi. Tout était bon pour rejeter les bonnes personnes qui m'approchaient. Mm. Effectivement, tu le nommes, on ne peut pas vraiment faire un choix sur quel type de relation ou qu'est-ce qu'on souhaite si on n'a pas en vue toutes les différentes possibilités. Donc, si on a juste en tête un modèle qui est dysfonctionnel, bien souvent, ça va être ce pattern-là qu'on va reprendre au lieu. Je pense qu'on est automatiquement attiré par les gens qui ont à nous faire grandir sur les mêmes points. Moi, le pattern, ce n'est pas un homme qui ressemble à l'autre. Moi, le pattern, c'est qu'un homme me fait vivre ce que l'autre me fait vivre. C'est les problèmes que moi, j'ai avec moi. Et j'en suis très consciente. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être rendue. Mon père est décédé l'année passée. Je l'ai appris récemment. Et j'ai vécu, on va dire ça comme ça, une grande libération. J'ai vécu un choc aussi parce que je pensais que ça arriverait, on dirait jamais. Puis j'ai réalisé, quand j'ai appris pour son décès, j'ai réalisé que je me sentais persécutée encore, même si je n'étais plus en relation avec lui depuis l'âge, on va pas dire l'âge, mais on va dire plutôt 15 ans à peu près. Et j'avais tout le temps peur qu'il essaie de revenir dans ma vie parce qu'il était très contrôlant. Puis j'ai eu de la difficulté. J'y ai demandé vraiment qu'il accepte de ne plus faire partie de ma vie verbalement. Après lui avoir demandé pourquoi il avait agi comme ça, il m'a raconté sa vie. J'ai compris pourquoi, mais j'ai dit que je n'avais pas compris pourquoi il n'avait pas été chercher de l'aide avant d'essayer de faire sa famille pour pouvoir donner de l'amour alors que lui, il n'en a pas eu. Il aurait dû faire un geste différent. Puis c'est quoi qui, tu sais, y a-t-il un moment dans ta vie qui a mené à un plus grand détresse, on va dire, une plus grande détresse? Oui, j'en ai eu beaucoup, des moments qui m'amenaient à des détresses, mais maintenant, on va dire celui qui m'a fait vraiment dire, OK, là, il faut que je prenne ma vie en main. C'est assez. C'est d'avoir besoin tellement de reconnaissance, d'avoir tellement besoin d'aide et d'amour, être une brebis égarée, être totalement perdue, se rendre compte qu'on a besoin d'aide. J'ai assisté à un atelier offert par
psychothérapeute, admettons. C'est pas clair vraiment, mais c'était ouvert au public, on s'inscrivait, on assistait. Puis c'était un atelier sur la famille dysfonctionnelle, famille de 6, qui a été exactement le portrait des différentes zones d'âge des 4 enfants qu'on était chez nous, avec le pattern du père hyper contrôlant, narcissique, la mère qui est au courant, qui tait les abus parce qu'elle a peur, et parce que probablement elle aurait subi probablement la même chose, d'après ce qu'on aurait pu entendre par rapport à son passé. Donc, c'est ça. Moi, je suis allée, quand j'ai vu à quel point ça m'a tellement allumé, ça a fait comme tellement, wow! Enfin, j'avais saisi j'avais saisi une opportunité de comprendre, de comprendre ce qui se passait dans ma vie. Fait que j'ai demandé une rencontre. Là, il a accepté. Je suis allée le voir plusieurs fois et il m'a installé vraiment comme dans une bulle de confort. Je pouvais parler avec cet homme-là librement de tout ce que j'avais vécu sans me sentir jugée. Vraiment, alors c'était vraiment merveilleux. On a eu plusieurs rencontres. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, bon, je me demandais, j'ai dit, moi, j'ai perdu comme des bouts un peu dans ma vie. J'ai eu beaucoup de choses que je pense probablement que je ne voulais pas me souvenir, puis que le cerveau, c'est un très bon allié pour nous cacher des petits secrets qu'on ne veut peut-être pas vraiment concrétiser ou vraiment se rendre compte. Puis là, ben, moi, j'ai pensé peut-être être abusée par mon frère parce que j'allais le rejoindre le soir. J'allais dormir dans son lit souvent, la tête aux pieds, mais il y avait juste lui avec qui je chantais un peu d'harmonie ou de douceur ou de compréhension. En tout cas, je me sentais qu'il m'aimait beaucoup. Mais je ne me souviens pas qu'il m'ait touchée. Mais vu que je savais qu'il avait touché ma soeur, là, je dis, est-ce que j'ai des noirs, est-ce que j'ai des blackouts? Fait que lui, cet homme-là, il a dit que ben, pour savoir si j'avais été abusée, si mes cases étaient fermées, il fallait les réactiver. Il fallait ramener le souvenir. Puis pour le ramener, ben, il fallait stimuler malheureusement les parties du corps qui auraient pu l'être à ce moment-là pour essayer de me confirmer moi-même avec mon souvenir si j'avais été abusée. Je sais que pour des gens, on va faire comme, voyons donc, s'est-tu laissé embarquer là-dedans? Comment qu'elle a pu être nounoune à ce point-là? Mais quand là, tu vas chercher de l'aide, parce que tu es sur le point de te pendre, tu es vraiment en recherche d'aide. Tu n'es pas en train d'explorer. J'avais plus rien à quoi m'accrocher. Fait que je me suis accrochée à cet homme-là qui m'a isolée de mes amis. Il m'a amené à la rupture avec mon conjoint à ce moment-là. Il m'a amené à m'éloigner de mes amis. Fait que j'étais comme rendue isolée avec lui. C'était comme mon gourou. Ouais, on peut dire ça comme ça. Puis, je me souviens d'un moment donné de lui avoir demandé, parce qu'il me disait qu'il habitait dans une place éloignée un peu, par de Saint-Ambroise-de-Québec. Je me suis renseignée un peu, puis je trouvais qu'il avait de l'air effectivement un peu gourou. Je ne trouvais pas ça mal, malgré mon esprit totalement dévasté, j'avais gardé une lueur d'ouverture à dire qu'est-ce qui se passe là? Ça ne fait pas de sens. Mais en même temps, en me sentant prisonnière un peu, parce que sinon, je m'abandonnais à quoi? Je tombais dans le vide. Puis là, ben, je suis allée, ben, c'est ça, j'ai vérifié, puis il y avait beaucoup de sectes à Saint-Ambroise-de-Québec. J'ai demandé s'il faisait partie d'une secte. Mais non, voyons donc, parce qu'il me parlait qu'il était dans un groupe, puis qu'il apportait ses enseignements à beaucoup de gens. Fait que ça avait de l'air très sectaire, son affaire. Puis là, ben, j'ai commencé, suite à ces 2 ou 3 séances qu'il faisait des attouchements, parce que je me suis rendue à une deuxième séance que j'ai stoppée en plein milieu en disant, écoute, ça va pas, ça marche pas, c'est pas normal. Puis je me suis sauvée. Je suis partie. Mais vraiment comme, oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? Par la suite, j'ai reçu un appel au travail de lui en me disant, ah, je pourrais plus te suivre. Là, je suis comme, quoi? Il dit, je pourrais plus te suivre avec qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. T'sais. Il dit, je vais te référer à un collègue ou à quelqu'un d'autre. J'ai le nom d'une amie qui pourrait t'aider. Là, je suis comme, mais là, tu ne peux pas m'abandonner. Là, malgré que j'étais partie, malgré que j'avais eu peur, alors c'était insensé. Mais j'étais dans un gouffre. J'ai quitté le bureau. Je suis allée voir le boss. J'ai dit, écoute,
j'ai un rendez-vous important. Je suis partie chez lui directement. J'ai cogné à sa porte. Il fallait qu'il m'explique. Finalement, il a réussi, il a décidé d'accepter de continuer à m'aider. Là, je suis allée au deuxième rendez-vous. Non, je suis retournée pour un troisième rendez-vous. J'étais partie à la moitié du deuxième. Je suis retournée pour un troisième rendez-vous. Il a recommencé. Et là, ben, j'ai dit, écoute, ça ne va pas. Je suis partie. Mais là, j'ai quitté, j'ai coupé tous les ponts avec lui. Mais là, après ça, je suis demeurée seule avec moi-même. Je pense même que j'ai sûrement fait une psychose. J'avais des visions. Je me voyais, j'imaginais comment j'étais pour me pendre peut-être après le pôle de douche, des choses comme ça. Alors, j'étais vraiment comme rendue au bout d'où on peut se rendre. Puis, mais j'ai toujours été une personne très forte intérieurement. Ça doit être cette force-là qui m'a gardée quand même sur une voie. Puis j'ai décidé que je ne me laissais pas faire, puis que je laissais. Mais ça a pris plusieurs temps, quand même, plusieurs mois. Puis à un moment donné, j'ai comme, il faut que j'aille chercher de l'aide. Alors là, j'ai appelé des psychologues, j'ai laissé des messages, j'ai attendu qu'on me rappelle. Les gens qui m'ont rappelé, puis il y en a une avec qui vraiment, là, ça a cliqué. Et selon elle, là, une personne qui a vécu ce que j'ai vécu ne va plus jamais en relation d'aide parce que tu ne peux plus faire confiance, parce que tu as été totalement trahi, totalement dévasté. Moi, je suis allée quand même parce que j'ai dit, il faut, parce qu'il m'avait apporté des enseignements quand même, ce fameux bonhomme-là, qui a été par la suite reconnu pour être pédophile. Il a été arrêté pédophile de 14 victimes, mais seulement celles qui se sont proclamées, pas dénoncées, mais seulement celles qui se sont montrées, on pense qu'il y en a d'autres. Alors, puis ma petite par la suite m'a expliqué que cet homme-là, probablement, que ce qu'il faisait vraiment triper, c'était d'aller abuser de la jeune fille en moi qui avait été blessée, meurtrie. Il aurait pris probablement son plaisir dans cet aspect-là. Alors, suite à ça, ben là, ça a été, j'ai vraiment besoin d'aide. Puis Nancy, ma thérapeute, ma psychologue de l'ordre des psychologues, lui, c'était un thérapeute qui s'est proclamé pseudo-thérapeute de ma chaîne. Alors, moi, je me suis dit, plus jamais, je vais aller avec quelqu'un qui n'est pas reconnu par un ordre, surtout en allant chercher de l'aide, il faut quelqu'un de reconnu. Ça c'est une première recommandation que je fais en premier à n'importe qui me parle de ça. Fait que oui, va chercher de l'aide, mais vas-y intelligemment. Puis surtout aussi de s'assurer que la personne, elle peut aussi, tu peux t'ouvrir, tu as senti la connexion avec Nancy aussi. Oui, il faut aller vers quelqu'un. Tu rappelles quelqu'un de différent. Tant on s'entend que tu sens que ça ne colle pas. Il faut que ça colle comme si tu étais avec ta meilleure amie, mais en sachant que tu n'auras jamais de lien amicaux avec cette personne-là. Fait que oui, c'est vraiment ça qu'il faut. Puis de te choisir aussi, de quand tu commences à sentir que si à un moment donné, ça ne fonctionne plus, que ce soit dans une relation avec un thérapeute, que ce soit dans une relation avec un couple, que ce soit dans n'importe quelle relation, c'est de se dire, OK, à un moment donné, on se choisit, puis quand ça ne clique plus avec la personne, c'est de dire, OK, non, on prend nos distances, puis tu sais, si on a besoin d'aide, c'est d'aller voir ailleurs, comme que tu as fait, tu sais, de dire, OK, non, stop, j'arrête, puis je vais chercher, mais comme tu dis, oui, il y a eu du temps entre, hein, mais de pouvoir aller chercher de l'aide à l'extérieur. Puis ta thérapie, pour toi, c'est quoi ça t'a apporté exactement? Ben, écoute, en fait, ma thérapie, ça m'a apporté au bout du compte à réussir à me choisir dans toutes les situations de ma vie. Des fois, ça peut prendre du temps. Tu sais, moi, je suis une TDAI, I pour impulsive, mais je suis aussi H, je suis hyperactive. J'ai un TAG, j'ai un trouble du sommeil. Alors, tu sais, je veux dire, c'est pas commun, c'est pas Jojo non plus. Alors, tu sais, j'ai été en thérapie quand même 10 ans de manière décousue. Genre, à un moment donné, j'y allais toutes les semaines parce que, tu sais, on a mis la laveuse à spin, puis on a décollé les trucs, puis après ça, ben, on a étudié les différents morceaux qui ont décollé. Ça a été un travail de longue haleine. À un moment donné, je ne suis plus allée pendant un bon bout de temps parce que je mettais en pratique parce que comme dans n'importe quoi, il y a les notions, puis il y a la mise en pratique. T'sais. Fait que là, ben écoute, on allait découvrir des choses. Moi, je m'en suis sortie parce que je suis une femme d'action. Parce que moi, là, on arrivait proche d'une possible solution, ben j'en faisais mienne, j'apprenais en main, puis je mettais en pratique quelque chose pour dire, écoute, moi, là, OK, ça me parlait, c'était comme une révélation. Ben ça, là, je le mets en pratique. Je ne faisais pas comme, ah oui, ça me parle, puis je le saute. Non. Puis, tu sais, c'est niaiseux, là, mais les gens, ils se demandent comment ça, c'est aussi cher en thérapie.
parce que c'est très thérapeutique de payer cher. Tu veux pas payer ce montant-là toute ta vie puis aller là-bas pour parler de la pluie et du beau temps. Tu te concentres sur les vraies affaires puis tu veux que ça marche parce que tu te dis, c'est un investissement sur moi, sur toute ma vie. Fait que c'est de se choisir d'aller en thérapie. C'est de se choisir de dire, écoute, moi, je veux réussir à m'aimer. Je veux réussir à m'aimer assez. Puis pour ça, je vais chercher de l'aide. Parce que moi, là, mon objectif de vie principal, c'est d'avoir une famille à moi. J'en ai jamais eu. Je vais faire la mienne. Mais pour réussir à faire ça, il faut que je réussisse à m'aimer. Fait que moi, j'ai été à la recherche d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à m'accepter comme j'étais, à faire le ménage, à faire la distinction entre les vraies alertes à avoir en tant qu'anxieuse généralisée, les vraies alertes, celles qui ne le sont pas, puis d'essayer de faire comprendre aux gens qui nous entourent, parce que c'est tout un défi pour eux aussi, de comprendre que même si tu me dis, fais-toi-en pas, c'est un choix. Je ne veux pas m'en faire. Personne ne veut s'en faire. Même si tu me dis, ça n'arrivera pas, c'est pas grave. Moi, là, j'ai peur que ça arrive. J'ai réussi à gérer de plus en plus. Oui, parce que je suis médicamentée, parce que j'ai fait une thérapie. Pas à cause qu'on prend des médicaments qu'on est fou. C'est une passerelle pour faire passer une hormone qui ne passe plus naturellement. Puis j'ai essayé de l'expliquer aux gens autour de moi, ceux qui ont des préjugés, parce qu'il y en a encore plein, malgré toutes les sensibilisations pour la santé mentale. Il y en a plein de préjugés. Tu vas voir une thérapeute, tu te couches sur le divan, puis elle ne t'écoute pas, puis tu n'avances pas. C'est n'importe quoi. Tu prends de la médication, c'est parce que tu es faible, c'est parce que tu es capable de t'en sortir, c'est parce que. Non, non. Moi, mes traumatismes, ils ont creusé, ils ont comme percé un trou dans le pont. J'ai une hormone qui ne se rend plus à mon cerveau. Ben, quand je prends ma pilule, ben, c'est comme la passerelle qui permet au fond de se rétablir tranquillement pour m'amener ce que j'ai besoin, moi, pour réussir à fonctionner, puis pas laisser mon anxiété gâcher ma vie, qui l'a déjà gâché tellement. Mais là, pas que je suis plus anxieuse, mais je sais beaucoup plus faire la part des choses. Je sais beaucoup plus m'arrêter, prendre de la distance, essayer de voir, en effet, ça va être quoi le pire qui peut m'arriver? J'ai réussi beaucoup, beaucoup dans beaucoup d'aspects. Je pense qu'avec les années, il y a des aspects de mon tag qui est demeuré très élevé dans certains domaines de ma vie, puis il n'y en a quasiment plus. Le reste, je me gère par moi-même. Oui, avec la médication, mais quand même par mes apprentissages, par qui je suis, par toutes les lectures que j'ai faites, par du yoga, de la méditation. Il y a plein de vidéos YouTube là, qui peuvent te faire de la méditation guidée, qui peuvent t'amener à faire de l'hypnose pour le sommeil profond. Il y en a qui fonctionnent vraiment. Tu ne t'amènes pas en hypnose puis que là, tu ne sais plus où tu en es. Non, c'est de conditionner ton cerveau à aller vers un repos total que tu ne ressens pas sans avoir ce contact-là. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, c'est des pratiques que j'ai mises en place dans ma vie le plus souvent possible. Aussitôt que je me sens un peu dépassée, aussitôt que je sens que je suis hypersensible, je suis trop empathique, c'est ce qui fait souvent que ma vie prend des proportions trop, c'est tout le temps trop. Fait que comment régler le trop, c'est d'aller dans l'équilibre en essayant de rendre mes diverses sphères équilibrées le plus possible. Fait que quand j'ai de quoi qui ne va pas, je retourne voir ma psy, même après toutes ces années-là. C'est un outil que je vais toujours garder active. Elle connaît ma vie, elle sait qui je suis au complet. Fait que quand je vais la voir, c'est un outil vraiment comme de valeur sûre. Elle sait à qui elle a affaire. Elle connaît mes craintes, elle connaît mon fonctionnement, elle connaît ma personnalité. Fait que, hey, écoute, je vais la revoir une rencontre, puis des fois deux, parce qu'on sent qu'on n'a pas pu tout voir qu'est-ce qu'il y avait pour cet effet-là dans une, mais je vais la voir pour des besoins sporadiques comme ça. Puis quand même, ça me donne une envolée pour réussir à faire un autre step encore, parce que je ne lâche pas, parce que tous les jours, je continue à essayer d'être le plus heureuse possible. Je continue à essayer d'améliorer tous les aspects de ma vie qui sont difficiles. Puis, écoute, je pense que j'y arrive en gros très bien. Merci Chantal de ton beau témoignage. Je l'entends, la force de ton caractère, cette résilience-là, comme tu nommes, d'être capable d'avoir vécu des moments tellement difficiles, mais d'être capable d'en ressortir grandi de ça.
de dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, puis de continuellement être en évolution, comme tu t'es expliqué un peu, là, d'enlever les pleurs de l'oignon, là, puis d'avoir le courage, d'avoir été regardé en profondeur. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur? Parce que oui, on peut essayer de faire le ménage à la surface, mais au final, si on veut être capable de se libérer de tout ce poids-là du passé, il faut aller faire du ménage en profondeur. Puis j'ai envie de te poser une question parce que pour plusieurs personnes qui, eux, peut-être aussi ont vécu des traumatismes, je pense que le pardon de soi, le pardon des autres, ça peut être quelque chose qui peut être difficile à envisager parce que des fois, on a l'impression qu'on est comme en train d'accepter l'inacceptable. Puis dans ton cas, c'est l'inacceptable que tu as vécu. Comment est-ce que tu es arrivé à faire la paix avec ce passé-là? En effet, en fait, c'est que quand j'ai quitté ma famille, le premier vrai geste concret que j'ai posé pour ça, pour me libérer, ça a été de quitter ma famille. C'est quelque chose de très difficile. Il y en a plein qui disent on ne peut pas faire ça. Un père, c'est un père, une mère, c'est non, non, c'est pas vrai. On n'a pas choisi, nos parents, on n'a pas choisi notre famille. Moi, j'ai demandé vraiment, j'ai demandé à mon père qu'il accepte de lâcher prise, qu'il accepte que je les sorte de ma famille. J'ai demandé à mon père, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi il était aussi dégueulasse. Je lui ai demandé, j'ai dit, j'aimerais ça que tu me racontes ta vie. Elle dit, comment ça, qu'est-ce que je te dis? Je dis, j'aimerais que tu me racontes pourquoi tu es comme ça. Tu as sûrement vécu des choses vraiment difficiles dans ta vie. Tu vois, là. Fait que là, il m'a parlé, en effet, je veux dire, il était entre les deux, le frère le plus vieux, lui était tout le temps trop vieux. Souvent, les familles de 3 enfants. Tout le temps, celui du milieu qui écope beaucoup plus. Le plus jeune est trop jeune, le plus vieux. J'ai connu plusieurs familles, puis c'est plate, mais le pattern se répète vraiment. Peut-être pas dans tous les aspects, mais c'est arrivé dans plusieurs familles que j'ai rencontrées. Puis là, mon père, oui, il a subi des violences physiques incroyables. Il a mangé des coups de bâton, des coups de batte de baseball, des coups de strap. Il a été traité en esclave. Son père, c'est un alcoolique. Il envoyait ses enfants travailler. Il prenait leur argent. Il allait le boire. Il ne payait pas les comptes. Bon, on voit d'où ça vient. Est-ce que c'est pardonnable? Oui, c'est pardonnable. Ce qui est pardonnable, c'est d'accepter que cet homme-là était trop malheureux pour réussir. Puis il n'y avait pas, pour réussir à faire quelque chose de positif de sa vie. Il était trop malheureux. Je pense que les gens qui sont méchants, c'est qu'ils ont vécu des choses difficiles, puis ils n'ont jamais réussi à régler ça. Puis je pense qu'ils en souffrent énormément. Puis la seule chose, c'est qu'ils se revengent sur les plus faibles, parce qu'eux autres, quand ils étaient faibles, on s'est vengé sur eux. En fait, moi, je crois beaucoup que, quand on dit, ah, ben là, voyons, c'est génétique, moi, j'ai hérité de ce maladie-là ou de ce trouble-là, moi, je pense le vrai héritage, c'est les façons de penser, la façon qu'on t'élève, la façon qu'on te programme à devenir. Moi, je pense que tous les bobos externes viennent des bobos internes avant tout. J'ai fait de la lecture sur Daniel Dufault, qui est un ancien médecin qui s'est transformé pour devenir un homme qui allie les troubles, on va dire, non. Nos blessures nous créent des problèmes, des maux physiques. Les mots égale les mots. MOTS égale MAUX. C'est ce qui nous apprend là-dedans. Puis moi, ça aussi, ça a été. Je me suis accompagnée beaucoup de ces livres-là dans la gestion de ma colère, de mes émotions, du pardon aussi. De là, suite à tout ça, j'ai mis en place plusieurs choses. J'ai fait de l'introspection beaucoup pendant toutes ces années-là. Puis j'ai réussi à pardonner mon père, pas à accepter ce qu'il a fait, à le pardonner, à faire la paix avec moi-même, à y enlever le contrôle que je lui ai toujours donné sur moi. J'ai compris qu'il était malheureux. J'ai même compris à un moment donné que je l'aimais pareil. Que c'est lui, il ne savait pas m'aimer. Moi, je sais qu'il m'aimait, mais il ne savait pas aimer. Il ne pouvait pas transmettre ce qu'il n'était pas capable, ce qu'il ne savait même pas, ce qu'il n'avait jamais reçu lui-même. Dans cet aspect-là, je l'ai pardonné. J'ai pardonné à ma mère aussi.
Parce que c'est vraiment une victime de la vie en général, ma mère adoptive. Ma mère biologique, je l'ai connue aussi. C'était le même pattern que ma mère biologique. Adoptive, excuse-moi. C'est pas surprenant. À partir du moment où on choisit les mêmes patterns, des femmes faibles, des femmes qui ont vécu l'abus, des femmes qui laissent abuser. Mes deux mères se ressemblaient énormément, même physiquement. On me disait tout le temps que je ressemblais à ma mère adoptive quand j'étais jeune, parce que je ressemble 2 gouttes d'eau à ma mère biologique. Alors, fait que c'est ça. Donc, fait que là, ça, c'est trop d'informations. Je ne sais plus ce que je disais. C'est correct. Moi, ce que je retiens aussi de tout ça, c'est que au final, souvent, je le dis, on n'est pas responsable de notre maladie, mais on est responsable de notre rétablissement. Ouais. On n'est pas responsable du passé ou de tout le trauma qu'on peut avoir vécu, mais on peut être responsable de qu'est-ce qu'on choisit de faire avec tout ça. Est-ce qu'on choisit de répéter le même pattern de génération en génération dans les familles dysfonctionnelles, ou est-ce qu'on choisit d'essayer de rétablir, d'élever notre conscience, d'aller regarder en profondeur, de faire le ménage, puis de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie, puis ensuite d'essayer de mettre les actions en place pour arriver à créer cette vie-là. Puis oui, c'est difficile, oui, c'est pas facile parce que le chemin, il n'est pas naturel, c'est pas instinctif, mais ça se construit et surtout, je pense que quand on devient de plus en plus aligné à faire des choix, comme tu dis, à se choisir et à voir qu'est-ce qui nous convient, bien, c'est que là, on peut vivre une vie où est-ce qu'on est serein, qu'on est en paix, qu'on est aligné, qu'on est libéré, hein? Qu'on est libéré de tout ça, puis qu'enfin, il y a de l'espoir, enfin, il y a de la joie, enfin, il peut avoir un bonheur associé à ça et non de rester dans toute la souffrance qu'on peut avoir vécue. Puis toi, tu as fait ce choix-là à maintes reprises parce que c'est pas juste une fois qu'on fait ce choix-là. Oh, non, c'est. Ben, en fait. Finalement, qu'on choisit, hein, on choisit la vie, on choisit de maintenir, si on veut dire, notre santé mentale ou notre bien-être ou d'essayer de s'accrocher à ça, tu sais, puis d'essayer de rester à ça. Puis je te félicite pour tout cette expérience-là aussi que tu as vécue, puis tout ce bagage-là, puis de comment tu as pu le transformer en positif pour être capable d'avoir une vie qui te convient. Puis encore aujourd'hui, tu sais, là, je sais que le temps avance, mais je sais que tu m'avais parlé avant qu'on enregistre que tu avais, dans le fond, aussi pris une grosse décision dans ta vie dernièrement, tu sais, par rapport aux professionnels, puis tu es encore en train de mettre en pratique ces outils-là. Tu as parlé de la psychologie, tu sais, le YouTube, etc. Ces outils-là, c'est en constante mise en pratique. Et donc, choisir, tu as fait un choix dernièrement pour te choisir. Comment tu te sens par rapport à ce choix-là? En fait, je pourrais ben, en gros, quand même, c'est pour une fille qui a un tag, pour une fille qui a un passé comme le mien, qui en a vu de toutes les couleurs. Moi, en janvier 2000, je me suis lancée à mon compte à temps plein, les 2 pieds dans le vide. Je n'étais pas faite pour être une syndiquée, puis je suis une fonceuse, moi, je suis une travailleuse. Alors, ben, moi, j'ai décidé de partir à mon compte. J'étais très avant-gardiste, là. Ça fait super longtemps, là, janvier 2000. Alors, ça fait déjà 21 ans. Et ben, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Mais c'est sûr que c'était très, très inconfortable de m'en aller dans cette voie-là. Hein, les anxieux, ouf. Mais je suis anxieuse dans plein de choses dans ma vie. Le travail aussi, je l'étais, mais c'était pas aussi rigide que tous les autres aspects de mon anxiété. Puis là, ben, dans toutes ces années de travail-là, il est arrivé plein de péripéties aussi. Mais bon, écoute, j'ai été quand même, tu sais, en tant que travailleur autonome, à temps plein, j'avais un client chez qui je travaillais depuis 11 ans. C'était 6 mois par année, 3 jours par semaine. Et c'est une belle sécurité pour une personne à son compte. C'était aussi l'équipe de travail avec qui je travaillais. Là. Les filles étaient merveilleuses. C'était vraiment cool. Même si le travail m'interpellait plus ou moins, c'était quelque chose dans quoi j'étais moins. Ben, je trouve que je n'utilisais pas toutes mes compétences. Puis moi, j'étais une fille qui en a beaucoup, puis qui a soif d'apprendre, puis qui a soif de diversité. Mais il y avait plein de choses qui faisaient que je restais là. Bon, oui, la sécurité, mais j'avais comme développé une appartenance avec cette équipe-là que j'avais pas
que je n'avais pas eu depuis très, 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 très longtemps, surtout n'ayant plus de famille ou presque. J'ai quand même une cousine encore, mais je suis vraiment seule sur ce côté-là. Alors, mais je me suis rendu compte avec le temps, ça fait 3 ans. 3 ans. Je ne suis pas trop impulsive pour une impulsive, là. Je pense que ça m'a aidé à gérer ça. Depuis 3 ans, j'ai réfléchi parce que, pour plein de raisons, je n'étais plus confortable. J'arrivais à l'automne, là, je revenais pour mon 6 mois, là, puis dans les dernières années, tu vois, la chef d'équipe faisait comme, je sens que, on dirait que tu es comme ses dents, on dirait que tu n'es pas bien quand tu reviens au bureau. Pas que je n'étais pas bien de revenir au bureau, c'est que j'avais plus envie vraiment de faire ce travail-là. Puis, malheureusement, il y a beaucoup de choses dans la gestion d'équipe au niveau de la direction qui me rendaient super inconfortable, puis que j'ai toujours toléré. Puis qu'à un moment donné, j'ai réussi à me détacher de ça en disant, je fais juste ma petite affaire, en essayant de vraiment de ne plus prendre ça pour du cash, de me décoller de ça. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne restais pas pour les bonnes raisons. Je restais pour ne pas décevoir les autres. Je restais pour pas les laisser tomber aussi parce que personne n'était remplaçable. Je sais que j'ai quand même un gros rôle à jouer, que j'avais un gros rôle à jouer chez ce client-là. Puis, je sais que j'étais très appréciée pour mes compétences. L'équipe m'aimait aussi personnellement. Fait qu'on avait vraiment beaucoup de plaisir. Fait que j'avais toute peur de perdre tout ça. Puis, j'avais peur que les boss ne comprennent pas, qu'ils m'en veuillent. Puis en même temps, c'est un client, c'est pas mon patron. Fait que, c'était une relation différente. Puis, il y avait des choses dans le fonctionnement que je sentais un peu toxique, dans quoi j'évoluais vraiment plus bien. J'ai passé par-dessus plein d'années. Puis, il y avait tout ça, mais il y avait le volet aussi, équilibre professionnel dans toute mon année. J'étais tout le temps, tout l'automne puis l'hiver. Je travaillais le jour, le soir, la fin de semaine, une semaine avec ma fille, une semaine sans ma fille. Quand j'avais ma fille, je finissais plus tôt. Toutes mes heures allaient de l'autre côté parce que je voulais maximiser ma relation avec ma fille. Fait que là, j'étais juste toujours débordée, toujours dans le jeu. Je ne suis plus capable. Fait que j'ai décidé que j'ai quand même, écoute, j'ai pas décidé ça comme ça, hein. Comme je dis, ça fait 3 ans que je pensais. J'ai réorganisé un peu mes flûtes, j'ai réévalué un peu, j'ai planifié mes choses autrement pour m'établir tranquillement une autre voie à entreprendre. La peur de manquer de travail, c'est sûr. La peur de manquer d'argent, je suis toute seule au monde. Il n'y a personne qui me donne 5 sous là, si ça ne va pas. J'aurais des amis qui m'aideraient, c'est sûr, mais je dis, regarde, je suis la seule qui peut m'entretenir, puis m'occuper de moi puis de ma fille. Je viens de m'acheter une maison en plus, un autre objectif de vie après avoir fait ma famille. Tout ça, j'ai acheté ma maison il y a quelques mois seulement. Fait que c'est des choses, pour une fille qui est anxieuse, écoute, ma maison était trop petite, je l'ai fait tout agrandir hein, du côté. C'est pas énorme comme agrandissement, je suis allée avec la possibilité de terrain, mais j'avais un peu de place pour mon bureau, mais je me voyais rester dans cette maison-là. C'est tous des choix que j'ai faits. J'ai quitté ce client-là parce que j'avais besoin d'équilibre et psychologique et professionnel. Et, écoute, depuis que je suis partie, là, mettons, j'ai reparlé à la chef d'équipe, là, elle m'a dit, tu as l'air tellement bien. Je ne ressens plus le stress ou l'inconfort. Aussi, j'étais rendue blasée. J'avais plus de motivation. Fait que là, écoute, tout ce que j'ai fait a porté fruit. J'ai plein de beaux contrats qui sont rentrés qui ressemblent à ce que j'ai envie, moi, de faire. Parce que je suis une passionnée, je pense que ça se voit. Je suis une passionnée. Mon travail, pour moi, je dis tout le temps ça, c'est comme, quand tu t'émancipes à ce point-là dans ton travail, quand tu fais vraiment ce que tu aimes, tu ne travailles jamais. Mais quand même, tu vas avoir des disponibilités pour d'autres choses à un moment donné. Alors, c'est ça. Fait qu'écoute, j'ai tout réorganisé ma vie, puis j'ai décidé de faire ce grand saut-là sans savoir si j'aurais tout le temps, est-ce que je vais avoir vraiment toute l'année du travail pour compenser. Mais je me suis dit, c'est quoi le pire qui va arriver? Je vais me chercher une job, puis j'irai travailler en tant qu'employé. Je ne suis pas pire qu'une autre, puis au contraire, j'aurai un super de beau poste parce que j'ai plein de compétences. Alors, j'ai juste pris confiance en moi. J'ai juste dit, Chantal, regarde, chaque fois que tu t'es choisi, tu as fait un bon choix. Mais là, si tu fais des bons choix, puis tu continues à faire des bons choix, la vie, là, elle met sur ton chemin ce que tu es prêt à prendre, ce que tu visualises, où tu te vois, toi. Moi, là, je me vois une gagnante dans la vie. Je me vois
Tu sais, moi, j'étais, tabarouette, j'ai été une guerrière, puis je suis une guerrière encore, puis je vais le rester toute ma vie. Puis je continue à avancer, puis je continue à me choisir, puis c'est tout le temps des beaux résultats. Il me reste juste, je dirais actuellement, il me reste juste ma vie amoureuse à un moment donné, parce que j'ai un trouble relationnel aussi. Ben oui, ça va de soi. Beaucoup de choses ont fait que je pense que les choses sont vraiment différentes aujourd'hui. Euh, Fait que j'ai bon espoir parce que j'y crois encore à l'amour, au partage. Puis avant, ben, j'avais envie d'avoir un chum, mais je voyais ça avec genre, ah, il faut absolument que ce soit métro, boulot, dodo, gna, gna. Tu sais, bon, je mettais ça dans un cadre, hein. Tout le monde l'a vu de même, tu sais, le rêve américain. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai le droit d'avoir une vision différente d'un couple, ce que je me suis jamais donné le droit avant. Fait que je cherchais quelque chose qui correspondait même pas à mes propres besoins, parce que je voulais rentrer dans les normes. Mais je ne suis pas dans les normes. Je suis juste marginale dans à peu près tout dans ma vie. Je suis en dehors des normes dans tout, ou à peu près. Ben, c'est comme ça. Fait que j'accepte que mon besoin relationnel est différent. Puis on va voir avec ma nouvelle vision, avec le fait, si je le répète, j'ai peut-être l'air sans cœur, mais moi, c'est une libération que mon père soit décédé. Je me sens plus persécutée. J'ai plus peur que demain, il vienne cogner à ma porte puis qu'il m'oblige parce que c'était un homme qui était aussi très fort. C'était un homme qui était très physiquement agressant. Fait que j'ai tout le temps eu comme cette peur-là qui revienne dans ma vie. Puis je suis pas certaine du lien. Mais quand il est décédé, c'est comme le fait de ne plus me sentir persécutée me fait une plus grande ouverture envers les hommes puis les relations saines, envers ma capacité à être en relation. Est-ce qu'il y a vraiment un lien? Je ne sais pas, mais l'important, c'est que ça en fasse un pour moi, puis que je me sente comme libérée. Je pense que c'est ça. Puis c'est tellement beau à t'entendre parce que ça démontre aussi que, tu sais, le cheminement, ça se fait pas du jour au lendemain, puis qu'on n'attaque pas toutes les différentes sphères de notre vie en même temps, puis que c'est vraiment, tu sais, comme autant qu'on apprend à se découvrir en profondeur, savoir qu'est-ce qu'on veut, autant qu'on est capable à un moment donné de faire des choix dans certains domaines de notre vie pour créer une certaine satisfaction dans notre vie dans ces domaines-là. Et puis, comme tu dis, plus qu'on sait un peu qu'est-ce qu'on veut, puis même si des fois, au diable les normes, c'est-à-dire que, tu sais, hein, c'est pas toujours comme que dans le moule, tu sais, puis que plus qu'on assume hein, qu'est-ce qu'on veut, même si c'est différent, mais plus qu'on a de chance aussi de pouvoir attirer ces choses-là dans notre vie, puis de créer cette vie-là pour nous. Puis, tu sais, je te le souhaite. C'est la prochaine étape dans Oui. le développement de ce que tu souhaites dans ton équilibre, mais je sais que tu as déjà mis en place tellement de fondations solides qui vont te permettre justement de quand cette porte-là va s'ouvrir, de pouvoir aller de l'avant comme tu as fait dans les différentes autres sphères de ta vie. Puis pour ça, bien, bravo. Bravo pour ton cheminement. Tu es un exemple, une belle inspiration. J'espère qu'à la maison, si tu écoutes, j'espère que toi aussi, tu étais autant inspiré par le parcours de Chantal. Tu peux nous écrire en commentaire si tu as des questions, commentaires à mentionner pour Chantal ou pour moi. Puis merci Chantal de nous avoir ouvert aujourd'hui, ouvert ton cœur, ouvert aussi ton histoire, nous avoir partagé tout ton vécu. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante que tu aies été avec moi aujourd'hui pour pouvoir me partager ça. Est-ce que tu as... Moi, je trouve que c'est une super de grande chance pour moi. Puis j'aurais envie de rajouter une petite phrase que ma psy m'a dit récemment. Là. Puis ça a fait un éclair aussi. Elle m'a dit, ton problème, Chantal, dans la vie, si tout est tout le temps trop, si tu mets trop dans le même sang, elle dit, c'est que tu es trop empathique. Là, je dis, ah ouais, comment ça? Elle dit, ta satisfaction, Chantal, n'est plus négociable. Elle dit, ça te demande un petit brin d'égoïsme. Elle dit, tu connais l'égoïsme sain et malsain? Mais toi, tu n'as aucun des deux. Fait que ça, là, ma satisfaction n'est plus négociable. C'est rendu mon modus operandi. Prendre soin de soi. Oui, bien, il n'y a personne qui va te prendre en main si toi, tu ne te prends pas en main. Il n'y a personne qui va faire les choses à ta place. Puis la première personne qui doit t'aimer, c'est toi-même. Fait que si toi-même, tu ne t'aimes pas, il n'y a personne qui va pouvoir t'aimer à ta juste valeur parce que tu ne te reconnaîtras même pas toi-même. Tu ne sais même pas qui t'es. Fait que oui, ça permet d'apprendre à se connaître, puis d'apprendre à connaître nos limites, savoir dire non, savoir dire que tu as le droit de te respecter puis dire non, puis qu'on va t'aimer quand même. Ouais. Mm.
Oui, puis effectivement, ça, là, de s'entourer aussi de gens qui nous acceptent comme on est. Hein? Oui, On a le droit. oui, On a le droit certainement. d'être soi. Yes! On n'aime pas tout, on n'aime pas tout de nous, c'est sûr, mais l'important, c'est d'être plutôt fier de qui on est, puis je veux dire, on continue à essayer d'améliorer les choses moins de fun, là, parce qu'on a tous des côtés moins de fun, c'est sûr, mais écoute, moi, je pense que la vie est vraiment rendue belle, puis autant que je pensais que je me rendrais peut-être pas très loin quand j'étais plus jeune, écoute, aujourd'hui, vraiment, là, je suis très épanouie, je dois travailler encore un peu sur l'isolement, parce que je suis une personne très isolée, très solitaire. Mais c'est sûr qu'avec la COVID, ça n'aide pas tant que ça, on s'entend, mais écoute, quand même, je vois tranquillement des ouvertures. Je vois aussi que moins on est anxieux, moins on est radical. La radicalité, ça nous fait faire des erreurs importantes. Hmm. Prendre le temps de bien réfléchir, de bien voir toutes les possibilités de quelque chose avant de poser un geste et de faire un choix. Il faut réussir à développer ça. Ça, c'est une des plus belles choses que j'ai réussi à faire. Oui. L'impulsivité vient du manque de contrôle, du manque de confiance, du manque. Alors, moi, j'ai appris à gérer ça beaucoup, beaucoup. Pas parfait, mais ça s'en vient. Oui! Ah, mais bravo encore une fois, puis merci encore de nous avoir partagé ça. J'espère qu'à la maison, encore une fois, vous avez retenu plein d'outils innombrables qui vont pouvoir aussi vous aider à travers son parcours et son histoire. Alors, sur ça, je te dis au revoir, puis à la maison, on se voit une prochaine fois. Au Bye! revoir, merci.